À Dijon, on est porté depuis fort longtemps, j'allais dire depuis une vingtaine d'années, parce que c'est une conviction personnelle, par une idée assez simple, c'est la social écologie. Et la social écologie, elle occupe tout le champ du social, et Dieu sait s'il va revenir en avant, malheureusement, après la crise que l'on connaît du Covid, de la Covid, parce que, bien évidemment, il va y avoir un appauvrissement incroyable que l'on ressent déjà d'une partie de la population, donc il va falloir s'occuper. Et puis, cette question pour eux, lancinante, pour ces personnes-là, de l'alimentation, des déplacements, du pouvoir d'achat, bien sûr, et puis l'écologie, parce que ça fait longtemps que l'on sait qu'on doit limiter notre étalement. C'est pas facile à faire, tu viens de le rappeler. On doit limiter l'étalement urbain, on doit densifier la ville, tout en améliorant les proximités, bien évidemment, et permettant aussi aux gens de vivre leur ville autrement. C'est extrêmement compliqué au départ, mais tu le fais très bien d'aller expliquer. Je pense que ça s'est passé pareil dans le Grand Est avec Jean, d'aller expliquer aux gens que quand j'ai pris mon schéma de cohérence territoriale, eh bien, il n'y aura pas de jardin de plus de 300 mètres carrés avec toute nouvelle construction, que vos lotissements, ce n'est pas la méthode de vie qu'il faudra que vous ayez demain, qu'il nous faut imaginer ensemble autre chose, etc. Ça a été, c'est vrai, des combats difficiles qu'on pensait avoir emportés, mais la vague des Gilets jaunes nous a rappelé qu'on n'avait rien résolu finalement, parce que c'est un combat permanent et évidemment les forces que j'appelle les forces de la réaction sont toujours là pour aiguiser chez l'homme les sentiments qui ne sont pas les meilleurs. Donc pour agir pour la sociale écologie, bien évidemment, on a mis en place un certain nombre d'outils. Tu parlais de celui que Denis Hameau, que je salue, qui est vers toi, ou qui va intervenir tout à l'heure, porte pour nous en notre nom, à savoir On Dijon. On Dijon, c'est cette ville connectée dans l'intérêt de ses habitants, bien évidemment. C'est la gestion, on peut dire, à travers un comité de pilotage à distance de l'ensemble des fonctions urbaines, de celles que l'on retrouve sur l'espace public. Cette gestion connectée depuis un lieu unique, dans lequel, pendant la crise du Covid, se trouvait d'ailleurs Denis Hameau, puisque nous avons centralisé tous les appels des Dijonnaises et des Dijonnais en difficulté, en détresse, en interrogation, sur un lieu unique, un numéro vert, et c'est plus de 21 000 appels que Denis et le personnel qui était là, bien évidemment, qui a travaillé pendant la crise, a su traiter. Et cette gestion centralisée de l'espace public, c'est peut-être la forme la plus fine et la plus décentralisée de la proximité, parce que ça nous a permis, pendant cette période de crise, de répondre au plus près aux demandes des uns et des autres avec une efficacité, et le mot n'est pas un mot négligeable dans la gestion locale, avec une efficacité accrue. Et puis, la grande idée qu'on porte depuis longtemps, c'est d'assurer à terme une sorte d'indépendance, d'autosuffisance alimentaire de notre petite métropole. L'avantage de cette petite métropole de 260 000 habitants, avec une ville-centre qui fait 160 000 habitants, ce qui facilite les choses d'ailleurs, c'est d'être à échelle humaine, j'allais dire, à taille humaine, sur laquelle les expérimentations que nous menons peuvent permettre à des grandes villes comme Paris, mais bien d'autres à l'étranger, de prendre nos expériences et de les développer sur leur territoire. Dans le cas de On Dijon, chaque fois que nous présentons notre projet, de ce que nous avons réalisé, des villes du monde entier, des grandes villes viennent nous voir pour nous dire, ça représente un quartier de notre grande ville, bien sûr. Dijon, ça représente à peu près un quartier de notre grande ville. Et donc, à partir de cet exemple, nous pourrons le développer. Je me rappelle du maire de Casablanca qui me disait il faut que j'aionne Dijon, enfin il faut que j'aionne Casablanca tout de suite, etc. Donc j'ai dit comment on fait, etc. Mais l'indépendance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, c'est un grand dossier que l'on a porté avec une cinquantaine de partenaires et 200 personnes qui ont travaillé sur comment on peut assurer la transition alimentaire et relier l'histoire et la notoriété de notre ville, de Dijon, qui est
une ville des vins, une ville de la gastronomie, avec la juste rémunération, on va dire, des acteurs économiques et surtout la garantie de la santé des consommateurs. Et ça, c'est très important. Et donc, on porte un projet dans la formule, on porte dont la formule est très, très ambitieux, mieux produire pour mieux manger et mieux manger pour mieux produire. Ça semble comme cela assez simple, mais quand on le décline, on s'aperçoit qu'à travers cette formule assez simple, nous avons la possibilité de suivre, de renforcer la traçabilité des produits dans un meilleur environnement et d'assurer aux consommateurs une meilleure alimentation. Et donc, nous avons alimenté l'ensemble du territoire avec cette réflexion et ce grand projet que nous portons eh bien, va nous permettre de mobiliser de l'investissement privé. Et je pense qu'en 2030, d'ici une dizaine d'années, nous serons un exemple pour beaucoup du lien entre le monde urbain à taille humaine et le monde rural, comment on peut faire cette jonction des circuits courts, alimentation, etc., de notre métropole pour devenir un territoire démonstrateur, je veux le dire comme ça, d'un système alimentaire durable, innovant, qui puisse servir de modèle aux métropoles internationales, aux grandes métropoles, et à Paris si Anne le veut bien, mais c'est plus compliqué avec la région Île-de-France. Enfin, nous portons des projets d'avenir. Quand je dis la sociale écologie, nous voulons être la métropole de l'hydrogène. Et donc, nous allons, dès dans 2 ans, produire de l'hydrogène durable et équiper toute notre flotte à travers une société qu'on a construite, d'ailleurs, qu'on a créée. Nous allons produire de l'hydrogène, un hydrogène vert, un hydrogène durable, qui alimentera toute notre flotte de bus et nos véhicules captifs, nos bennes à ordures ménagères et autres. Et l'hydrogène comme matière énergétique, comme énergie, c'est propre, c'est sain, c'est de l'eau, et c'est un véritable système de production que nous allons avoir qui va aller de l'amont, la production, jusqu'à l'aval, la circulation de ces véhicules propres qui ne polluent absolument pas, qui ne rejettent aucune particule, etc. C'est l'ambition qu'on s'est donnée. Enfin, on n'oublie pas, et je voudrais terminer par ça, puisque quand même, le cœur de la chaire ETI, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est ce que tu dis souvent, et c'est pour eux qu'on agit, c'est pour les hommes, pour les femmes qui habitent nos territoires. Donc, on a répondu à un appel à projet européen qui s'appelle Response, qui a le nom de défi H2020, qui consiste à avoir la plus importante opération d'autoconsommation collective de France. Donc, on va, sur un territoire donné, qui est un territoire de la politique de la ville, donc territoire assez difficile, on va mettre en place une grande opération où l'énergie produite sera directement consommée par son utilisateur. Et par ça, on va le faire sur des bâtiments, sur un quartier de la politique de la ville. Et là, on va impliquer les acteurs. On a déjà fait les familles à énergie positive pour leur apprendre, parce qu'il y a toute une, comment dire, il y a toute une éducation à l'écologie, mais pour que l'écologie rentre dans les têtes, dans la vie, il faut que cette écologie, elle apporte quelque chose aux gens vers qui elle se destine. Sinon, elle ne sera pas acceptée. Et si elle n'est pas acceptée, elle n'avancera pas. Donc, nous plaidons que nous voulons une écologie qui soit une écologie qui permette de donner du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le moins. Et c'est assez simple. Les réseaux de chaleur urbains, la maîtrise de son énergie, tout ça va créer, donner, ça va faire économiser 2 loyers par an à toute famille en difficulté ou toute famille modeste. Et ça, c'est du vrai pouvoir d'achat. Et puis enfin, et je termine là-dessus, on est aussi candidat, on aime bien les candidatures à Dijon, tu le sais, on est candidat pour être capitale verte européenne en 2022. Et donc, on est dans les 4 finalistes, donc on est en compétition, c'est toujours intéressant. On est en compétition avec... ça devient une compétition de plus en plus courue, j'allais dire. Il y a de plus en plus de grandes villes. Il y a Sofia, il y a Parme, Turin, etc. Et donc, on est dans les 4 finalistes avec une ville française, Grenoble, une ville italienne, Turin, et puis la ville de Tallinn. On craint beaucoup Tallinn parce que j'ai remarqué que l'Europe choisit souvent dans les pays baltes des villes des pays baltes. Donc, on espère bien l'emporter, mais pour pouvoir dire
tous ceux qui n'ont pas encore la une, bien évidemment, il faut qu'ils participent de cela. Vous voyez, quand on a une chaire ETI sur son territoire et qui existe là depuis 2 ans et qui va continuer, eh bien, on peut être capitale verte européenne. Voilà.